Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Ce numéro est consacré exclusivement à la question ou sinon aux questions économiques. Et comme ce n'est pas une première, nous sommes ici dans les locaux du FMI avec le représentant pays du FMI, M. José Suleiman, qui nous reçoit ici, avec qui nous allons parler de ce qu'on appelle les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne. Comme vous le savez, l'une des missions du FMI est justement la supervision de l'économie des pays membres de la dite organisation, donc du FMI. Alors, suite à cette étude, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ces perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne, y compris la Guinée? Nous posons la question à notre invité qui nous en parle, Monsieur José Suleiman. Merci de nous recevoir. Bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci pour m'inviter. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et parler sur les enjeux économiques du pays et du monde. Je rappelle que c'est la deuxième fois que je vous reçois dans cette émission. Alors, on parle cette fois-ci, puisque la première fois nous parlions du rapport entre le FMI et la Guinée, l'histoire des relations FMI-Guinée, ainsi de suite. Alors, il y a quelques jours, vous avez fait la présentation de ce qu'on appelle les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne, et les flux de capitaux et l'avenir de l'emploi. Alors, avant que vous ne rentriez dans les détails, la première question qui me vient à l'esprit déjà, globalement, est-ce que les perspectives sont bonnes ou mauvaises économiquement pour l'Afrique subsaharienne? La façon de répondre à ça, si je vais commencer avec ça. Oui ou non? Oui, parce que la croissance est positive, mais doit être qualifiée, parce qu'il y a différents types de vitesses de croissance. Bien. Dépendant du type de pays qui existe dans l'Afrique subsaharienne. Il y a les pays qui sont riches en ressources naturelles, il y a les pays qui sont moins riches en ressources naturelles, il y a des pays qui n'ont pas de ressources naturelles. Il y a des taux de croissance différents selon le type de pays. C'est une façon de voir ça. Mais la croissance est positive, mais disons qu'elle est relativement faible si nous faisons la comparaison à quelques années avant où la croissance était relativement élevée. Donc, c'est l'avenir économique de l'Afrique subsaharienne dans le moyen terme, dans le court terme ou dans le long terme, ou c'est pour l'année prochaine? Quand vous parlez de perspective, c'est important qu'on le sache. Et à quelle période vous procédez à ces études de perspective, justement? C'est chaque année ou c'est chaque 3 ans, ainsi de suite? Si vous pouvez voir par exemple le diapo que je présente, montre par exemple la situation de croissance dans le pays de l'Afrique subsaharienne. Dit que par exemple la croissance est soutenue dans les pays pauvres en ressources naturelles et il y a une reprise modérée ailleurs. Mais nous pouvons voir par exemple s'il y a une classification de pays dans l'Afrique subsaharienne en général, c'est la ligne orange, montre que par exemple le niveau de croissance est environ 2,7% à ce moment. Et il va continuer à ce niveau, disons, environ entre 2 à 3% de croissance annuelle. Mais nous pouvons voir qu'il y a différentes vitesses de croissance. Si nous regardons par exemple les pays qui sont riches en ressources naturelles, il avait une période, par exemple en 2014, en 2016, que la croissance est baissée, mais nous pouvons comprendre parce que c'était le problème de la baisse des produits pétroliers et ça a affecté les économies des pays qui font la production mais quand le prix de produits pétroliers, de pétrole commence à augmenter, ça va commencer à aider la croissance de ce type de pays. Nous pouvons voir ici qu'il y a une croissance pour les pays qui sont riches en ressources naturelles. Mais nous pouvons aussi voir un autre aspect très intéressant dans l'Afrique subsaharienne, que les pays qui sont, disons, pauvres en ressources naturelles, le niveau de croissance est relativement élevé. Nous parlons ici de 6%, en comparaison par exemple à 2-3% pour les autres pays. Je pense que ça c'est un aspect très important à considérer. Bien. Alors donc, je le disais tout à l'heure, c'est dans le cadre d'une de vos missions
qui est donc la surveillance économique des pays membres du Fonds monétaire international, même des pays qui ne sont pas membres, comme vous l'avez dit, la surveillance économique mondiale. Mais cette fois-là, sauf que ça concerne l'Afrique subsaharienne. Alors oui, dans le cadre de cette surveillance, j'ai parlé tout à l'heure de la périodicité de ces études de perspective. Ok, pour ça, il faut faire un peu d'explication. Une des activités plus importantes du Fonds monétaire, c'est de faire la surveillance mondiale, comme vous avez... Économique c'est économique. Surveillance économique qui est partie des articles de création du Fonds monétaire. C'est l'article 4, par exemple. Et pour ça, il y a plusieurs publications qui sont faites au Fonds monétaire pour faire cette surveillance au niveau mondial. Il y a une publication qui s'appelle Perspective économique mondiale. Ça, c'est publié en avril et en octobre, pendant la réunion de printemps et pendant la réunion annuelle de Banque Fonds. Il y a une autre publication qui s'appelle Fiscal Monitor. Ça, c'est une évaluation de situation budgétaire au niveau mondial. Et la troisième grande publication s'appelle Global Financial Stability Report. Ça veut dire, ça c'est une évaluation du système bancaire et financier au niveau mondial. Aussi sont publiés en avril 2 fois par an. Ça c'est le grand type de publications qui sont faites au Fonds monétaire. Mais aussi il y a des publications comme par exemple la perspective qui est faite par différents départements au Fonds monétaire. Je vais me concentrer ici à la publication qui est faite par le département d'Afrique du Fonds monétaire. Et cette perspective aussi est publiée 2 fois par an. 2 fois par an. En avril, au moment de la réunion de printemps, et en octobre, au moment de la réunion annuelle. Cette fois, l'édition d'octobre a été publiée à Bali, parce que cette année, la réunion annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire était faite en Indonésie, à Bali. Mais généralement, c'est 2 ans à Washington, la 3e année, c'est dans un pays membre et dans un continent différent. Et ce qui arrive dans le département Afrique, c'est le représentant résident, par exemple, doit faire une divulgation de ce document dès que possible après la publication. C'est ça que j'ai fait la semaine passée, par exemple, au ministère des Finances. Et maintenant, l'opportunité que j'ai aussi de faire ça dans votre édition. Donc, il faut rappeler que quand on parle de perspective économique régionale, Afrique subsaharienne, il y a là-dedans aussi la situation de la Guinée, ce qui nous intéresse bien sûr. Donc, quand vous allez parler globalement des perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne, au vu des potentialités économiques que regorgent des pays, il y a des pays qui sont riches en ressources naturelles, mais aussi en pétrole, ainsi de suite. C'est ce qui définit leur perspective économique. Le cas guinéen, évidemment, aussi nous intéresse là-dedans. Bien sûr. Je vais continuer avec la situation de croissance. Peut-être je dois dire une chose, parce que nous pouvons par exemple regarder la façon comme le document est structuré en général. Si je vais, et aussi j'ai oublié de dire que la perspective économique régionale, c'est un document qui a 3 chapitres. Le premier chapitre généralement parle de l'évolution de l'économie de l'Afrique subsaharienne en général, quelle est la situation. Et chaque fois que l'édition est faite, il y a 2 chapitres additionnels. Cette fois, un des chapitres parle de flux de capitaux. Le flux de capitaux. Flux de capitaux pour lié à l'Afrique subsaharienne, bien sûr. Flux de capitaux ici, bien sûr, il a les 2 directions. Le flux, entrée et sortie. Et aussi, il y a un 3e chapitre, cette fois, c'est sur l'avenir d'emploi. Et spécialement dans la situation actuelle où nous sommes dans ce qui s'appelle la 4e révolution industrielle, parce que c'est le moment qui est le problème d'Internet, l'utilisation de l'automation, et comment ça va affecter la nouvelle génération et l'emploi en général. Ça, c'est la structure du document. Par exemple, si je vais dire en général la façon comme le document est préparé, il y a cet environnement, disons, extérieur que les pays de l'Afrique subsaharienne face. L'autre, c'est un peu de perspective et quels sont les risques. Et après, il y a une discussion sur les enjeux. Par exemple, à ce moment, un des enjeux important à considérer
dans l'Afrique subsaharienne, c'est le problème de la vulnérabilité liée à la dette. L'autre enjeu, c'est le problème, quel est l'impact, par exemple, de flux de capitaux dans les économies de l'Afrique subsaharienne. Et bien sûr, un autre aspect qui est lié à l'emploi est le problème de comment améliorer le rendement de la population pour donc accroître les revenus plus vite. Ça veut dire, à ce moment, par exemple, si je vais retourner au donc en fait, ce sont les enjeux qui sont liés aux perspectives. Oui, c'est que j'essaie de faire un résumé ici de ce qui vient dans les 3 chapitres du document. Okay. Par exemple, quand nous regardons ce qui sont les conditions extérieures, par exemple, il faut voir, par exemple, quelle est la situation, par exemple, de flux de capitaux pour les économies de l'Afrique subsaharienne. Il semble que depuis 2008, il y a une tendance de flux de capitaux dans les pays qui sont liés, qui sont capables de faire émission de bons ou de titres dans le marché international. Pas tous les pays, par exemple, la Guinée ne peut pas faire ça à ce moment parce qu'il n'y a pas une bourse. Il y a de 45 pays. Une économie forte. Pas seulement forte, mais il y a aussi les transactions de bons dans le marché international. Il y a des pays comme le Ghana, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire qui sont capables de faire des missions de titres dans le marché international. Mais pour faire ça, demande un peu d'évaluation disons de la monnaie. Non, de rating. Comment s'appelle ça? Il y a des compagnies qui font une évaluation de la situation financière et qui peut aider les investisseurs à savoir si c'est possible de faire un investissement de portefeuille ou même d'actions dans ce pays s'il y a une bourse, par exemple. Mais pas tous les pays ont cette évaluation de compagnies comme le Fitch ou Standard & Poor's, par exemple. Mais ça, pas tous les pays ont l'accès à ça. Mais il semble qu'il y a un ensemble de pays dans l'Afrique subsaharienne qui ont l'accès de marché international d'émission de titres. Okay? Mais l'autre aspect qui est aussi important pour un pays comme la Guinée, par exemple, c'est de vérifier quelle est l'évolution de matières premières. Par exemple, le diapo que je montre ici, c'est la comparaison entre la situation en avril de cette année et cette édition octobre. Selon cette situation, par exemple, il y a une évolution, disons, positive du prix de matières premières. Par exemple, de pétrole brut. En avril était ici, le blue. En octobre, par exemple, c'est l'orange. Le bleu, c'est le bleu. Si je peux montrer un peu, le bleu ici. C'est le bleu. Le bleu, ça c'est la situation, par exemple, en avril de cette année. Okay? Et l'orange, c'est la situation, par exemple, qui est dans le dernier mois avant la publication de cette perspective. Nous pouvons voir qu'il y a une augmentation de prix de pétrole brut, mais si je vais parler par exemple d'aujourd'hui, vous savez qu'entre octobre et aujourd'hui, il y a une baisse de prix sur le marché international. Le marché international, ça veut dire que cette présentation maintenant doit être changée. Absolument. Parce que le marché international a changé, ça veut dire maintenant il faut faire la comparaison ce qui était le prix en avril et ce qui est le prix à ce moment. Maintenant, ce n'est pas exactement comme ça, c'est un peu en bas de ça. La même chose avec gaz naturel. Si nous faisons la comparaison entre avril et la situation actuelle au moment de la publication, il y a aussi une amélioration de prix. La même chose avec le charbon. Mais par exemple, pour le fer, pratiquement, la variation continue à être négative. S'il y a un pays, pour l'or par exemple, il y a une baisse entre avril et octobre. Et la Guinée peut se retrouver dans la partie or, puisque la Guinée est un pays exportateur d'or. Oui. Mais aussi, il faut voir, si est importateur de pétrole brut, aussi, il faut voir l'évolution de prix. Ça va affecter le niveau d'importation au niveau pays. Ça va affecter l'importation de la Guinée
Et ça va affecter l'exportation de la Guinée. Ok? La production de café est très plus élevée. Je sais que la Guinée a le potentiel de faire le café, mais par exemple, il avait une baisse. Il y a le coton aussi. Le coton. La Guinée produit du coton. Dans le cas du coton, il avait une petite augmentation. Du prix. Mais ça sont des choses que chaque fois, chaque pays doit vérifier chaque mois l'évolution parce qu'il y a beaucoup de fluctuations. Et le cas du pétrole, c'est un exemple. Absolument. Il semblait que le prix avait une tendance d'augmentation. Maintenant, il a une tendance de chuter, par exemple. Ça, sont des facteurs qui sont importants à considérer pour un pays, par exemple, comme la Guinée. Quand nous avons parlé sur la croissance, par exemple, dans l'Afrique subsaharienne, la croissance qui est estimée pour 2017, c'est environ 2,7%. La croissance de la production du PIB de l'Afrique subsaharienne. 2,7%. Ça, c'est pour 2017, la projection, l'estimation. Pour 2018, c'est 3,1%. Ok. La croissance pour le pays, l'Afrique subsaharienne est estimée à 3,1%. 1%. Et pour 2019, la projection selon la perspective économique régionale à 3,8%. Je parle comme ça parce que tu m'as posé la question. C'est la perspective parle de combien d'années, par exemple? La périodicité. Et l'horizon. Ça veut dire qu'au moins il y a un horizon de 3 ans, d'analyse selon la situation du marché à ce moment. À court terme. À court terme, pratiquement. Parce que c'est pas très. Il y a des documents plus appropriés pour parler un peu de long terme. Ça, c'est pour l'Afrique subsaharienne. Si je vais dans le cas de la Guinée. Donc, déjà, globalement, pour l'Afrique subsaharienne, on peut dire qu'en 2018, les perspectives sont passent de 2,5 pour 2017 à 3,1 pour 2018. Donc, une perspective positive. La vélocité augmente. Pour simplifier, par exemple, la vélocité était 50, maintenant c'est 60, disons. Mais pour la Guinée, par exemple, selon les données de l'Institut statistique, le taux de croissance en 2016 était 10,5. Mais 2017 sont des estimations. L'Institut statistique n'a pas d'estimation à ce moment, mais l'équipe de fond, quand on travaille avec les autorités, essaye de trouver une estimation de croissance. La croissance pour 2017, selon notre estimation, c'est environ 10% aussi. Okay? Et pour 2018, nous parlons d'environ 5,8-6%. Ça, c'est l'estimation que le Fonds monétaire fait selon la perspective pour la Guinée. C'est-à-dire, ça veut dire que la Guinée a une croissance plus élevée que la moyenne de toute l'Afrique subsaharienne. Exactement, combien de pourcents? Par exemple, si je vais faire la comparaison 2017, je dis qu'en 2017, pour l'Afrique subsaharienne, c'est 2,7%. Pour la Guinée, c'est environ 10%. Ça, c'est la différence. Pour 2018, pour l'Afrique subsaharienne, c'est 3,1%, mais la Guinée, c'est environ 5,8%. Continue à avoir une croissance relativement élevée. Bien sûr que l'explication de ça, c'est l'effet du secteur minier. Aussi, après sortir de la situation d'Ebola, l'économie commence à fonctionner normalement, les services, plus de vols d'avions, les transactions du secteur du commerce, et bien sûr l'agriculture, tout ça, mais il y a un impact très important du secteur minier. Ça non, a été... En fait, si en 2017, ce que j'ai constaté, si en 2017 le taux de croissance de l'Afrique subsaharienne était à 2,5%, la Guinée 10%, pour 2018 l'Afrique subsaharienne 3,1%, la Guinée 5%, c'est une baisse ou une augmentation? Non, mais là vous avez parlé de 10. En 2017, là vous parlez de 5. Ça c'est comme la vitesse une autre fois. C'est positif, bien sûr, mais la vitesse est différente. Parce qu'il faut comprendre aussi comment le calcul de croissance fonctionne. C'est par exemple, nous commençons à un certain niveau. Il y a dans un an une activité très élevée. Comme la base est très faible, ça veut dire que la croissance va être très élevée. Mais quand la croissance est élevée, ça veut dire que nous sommes à notre niveau. Ce n'est pas possible peut-être de continuer à avoir le même
La même vitesse. La vitesse. Ça, c'est comme en économie ou en statistique, se parle d'une courbe logistique. Au début, peut être une croissance très élevée, mais au moment que le niveau de capacité, le niveau d'utilisation de capacité de production est très élevé, la croissance commence à être relativement faible. Ça, c'est l'exemple que je peux donner, par exemple, les pays développés. Comme ils sont au niveau très élevé d'utilisation de capacité, pour donner un exemple, ça veut dire que le niveau de croissance, vous pouvez voir le niveau de croissance des pays très développés, ce n'est pas au niveau de la Guinée, c'est 2-3%. Quand ça arrive, c'est très important. Parce qu'ils sont déjà au niveau de plateau. C'est un peu, cette explication de 10 à 5,8, c'est un peu cette histoire d'atteindre un niveau de plateau. Pour être concret, peut-être c'est bon de donner ce type d'exemple, je sais qu'il y a toujours ce type de discussion sur la croissance. Absolument. Je vais donner un exemple. Supposons qu'il y a une compagnie qui a commencé à travailler dans le secteur minier en 2015. Et dans cette année, le niveau de production était 1 million. Mais l'année suivante, le niveau de production, disons, est 12 millions. De tonnes. Yeah. Pour donner un exemple, la première année était 1 million, l'année suivante 12 millions. C'est une croissance très élevée. La troisième année, disons, c'est 30 millions. Aussi continue à être très élevé, mais passe de 12 à 30 000. Mais la quatrième année, c'est 40. Mais maintenant, c'est de 32 à 40. Ce n'est pas la même vitesse de 12 à 32. Vous comprenez? Ça veut dire, c'est ça qui arrive. La croissance est élevée, mais le niveau d'activité en général, c'est plus élevé qu'avant. Parce que nous avons commencé d'un niveau relativement faible. C'est ça que nous devons faire attention quand nous regardons les chiffres et les données. C'est pas de dire que les choses sont mauvaises. Non, ça, c'est pas la vérité des choses. Il faut analyser pourquoi ce niveau arrive. Donc, à ce niveau, on peut dire que les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne sont positives. En même temps, les perspectives économiques pour la Guinée en 2018, 2019... 16 et 17, parce que 18 aussi, c'est 5,8 combien? 8%, donc positif. Ok, 5,8, c'est positif, oui. Donc, c'est dans le groupe des économies africaines avec des taux de croissance relativement élevés. Et comment ce mécanisme, je veux dire, s'explique les facteurs qui concourent à cette, je veux dire, performance à venir, c'est important. Est-ce que c'est l'exploitation minière? Est-ce que c'est la gouvernance économique? Est-ce que c'est ainsi de suite? C'est des facteurs qu'il faut sans doute évoquer. Bien sûr. L'environnement économique, c'est très important. L'environnement économique extérieur, c'est pourquoi j'ai montré cette diapo sur l'évolution du prix des matières premières. Parce que ça, c'est important pour un pays comme la Guinée, qui fait l'exportation des produits miniers et fait aussi l'importation de quelques produits. Ça, c'est important de vérifier. Aussi, il faut aussi vérifier les aspects internes du pays, comme par exemple le climat des affaires, la gouvernance économique, les investissements directs étrangers qui viennent dans le pays, les investissements directs, la question de la dette publique. Bien aussi, tout ça sont des aspects très importants à considérer pour aider à comprendre s'il y a, disons, les conditions économiques sont favorables à maintenir un environnement pour avoir une croissance positive. Et bien sûr, pour un pays aussi comme la Guinée, c'est très important d'avoir toujours une croissance très élevée parce que la croissance de la population aussi est très élevée. C'est pourquoi la croissance de la production doit être plus élevée que la croissance de la population. Que la croissance démographique. Pourquoi? Pour avoir une croissance de la production par habitant qui est positive pour améliorer la situation de vie de la population. Voilà. Donc c'est un peu le futur des pays de l'Afrique subsaharienne économiquement sur 3 ans au moins. Et cette étude dans le cadre de la surveillance économique des pays membres du FMI faite, je parlais d'études, par le FMI, donc qui a été présentée très récemment au ministère de l'économie en ce qui concerne non seulement le cas des pays subsahariens, mais quel est le sort de la Guinée dans tout ça. On peut donc résumer par le fait que pour au moins 2 années à venir, les chiffres qui sortent de ces perspectives donnent une certaine
atmosphère favorable à de la croissance positive pour l'économie guinéenne, qui sera de 5,8% du taux de croissance 2018. Et donc, maintenant, le mécanisme, vous allez l'expliquer, c'est ce que j'ai dit, c'est cette positivité à venir dépendra de quels facteurs. Est-ce que c'est parce que la gouvernance économique s'améliore? Est-ce que les questions de dette se règlent? Est-ce que les produits, les matières premières exploitées en Guinée sont de plus en plus exploitées? Il y a de plus en plus d'investissements. Vous allez expliquer le mécanisme. Et pour l'Afrique subsaharienne, à partir des pays pétroliers, des pays qui exploitent de l'or, du diamant, ainsi de suite. Et aussi pour le cas guinéen, mais ça va être dans la deuxième partie de cette émission, juste après la pause thé. On se retrouve pour continuer à parler de cette question d'économie, notamment de ces perspectives économiques pour l'Afrique subsaharienne faites par le FMI, dont le représentant pays est notre invité. Tout de suite. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, vous l'avez compris, consacrée aujourd'hui à la question économique et spécifiquement aux perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne, études faites comme d'habitude d'ailleurs par le FMI et expliquées ici dans cette émission par le représentant pays du FMI en Guinée, M. José Souleymane. Il s'agit donc en quelque sorte, ou en français facile, de l'avenir économique des pays de l'Afrique subsaharienne pour les quelques années à venir, sinon au moins pour 2018-2019. Et on a donc compris par ces premières explications que les données sont en quelque sorte positives pour l'ensemble des pays subsahariens et spécifiquement pour la Guinée. L'Afrique subsaharienne qui passe donc de 2,5% de taux de croissance pour les années passées à 3,1% pour donc 2 ans à venir, et la Guinée justement aussi qui est donc à 5,8% si je ne me trompe. Pour 2018. Monsieur, voilà. Pour 2018, 5,8% de taux de croissance. Alors, ces perspectives économiques-là qui semblent positives pour l'Afrique subsaharienne et donc pour la Guinée, si je prends par exemple au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'est 45 pays. Quels sont ces pays ou ces quelques pays qui vont donc tirer cette croissance positive à venir? Quand par exemple on prend le Nigeria, c'est un pays qui sans doute est dans une sorte de crise parce qu'à un moment donné ils ont été confrontés à la valeur entre la monnaie nationale et le dollar. Donc l'inflation, le taux d'inflation je crois a galopé un moment au Nigeria alors qu'elle est une puissance économique de l'Afrique. Quand vous prenez l'Afrique du Sud également, ce n'est pas forcément ça aujourd'hui. Je veux dire, quels sont ces pays pourtant qui tireront cette croissance globale de l'Afrique subsaharienne? En général, les pays qui ont des taux de croissance relativement élevés sont les pays qui ne sont pas riches en ressources naturelles. D'accord. Il y a un diapo que j'ai montré ça. Ça sont les pays qui en principe ont des taux de croissance relativement élevés en comparaison avec les autres pays. Ça c'est la première. Mais il faut comprendre qu'il y a 2-3 économies qui sont très importantes dans l'Afrique subsaharienne, qui est le Nigeria, l'Afrique du Sud et aussi l'Angola. Mais nous pouvons voir, par exemple, un avantage d'un document comme la perspective, il y a la dernière partie du document, un ensemble de tableaux qui montrent par exemple la croissance du PIB. Nous pouvons par exemple regarder, pour montrer dans le cas de Nigeria par exemple, en 2017 la croissance c'est moins d'1%. Du Nigeria. C'est même
moins que la croissance moyenne de l'Afrique subsaharienne. Par exemple, l'Afrique du Sud, la croissance est environ 1,3% pour 2017. Ça veut dire que la grande économie, les économies plus importantes de l'Afrique subsaharienne n'ont pas trop bougé, sont stables en quelque sorte. Mais il y a les pays comme la Donc Guinée, les croissances vont se réaliser, les croissances hein, à venir vont se réaliser dans d'autres pays exploitateurs de pétrole. S'il y a une évolution positive du prix du pétrole, ça va. Ce sont les cas, par exemple, le Nigeria et l'Angola, qui sont des pays qui sont producteurs de pétrole. Si le prix augmente, c'est bon pour ces économies. Mais bien sûr que pour ça, il faut exportateurs de pétrole. Mais quand le prix de pétrole augmente, ça, c'est pas bon pour les pays qui sont importateurs de Absolument, comme la Guinée. Il faut voir ça. Mais peut-être un aspect qui est plus important pour regarder pour l'avenir, c'est le problème de la dette. Le diapo donc les facteurs qui sont importants de considérer pour l'avenir, pour faire une meilleure gestion de ressources et aussi pour faire une bonne allocation de ressources. Des ressources. Par exemple, la dette. Dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, par exemple, nous mettons le pays de l'Afrique subsaharienne en général, nous pouvons voir qu'entre 2012 et 2018, il y a une augmentation de la dette comme pourcentage du PIB. C'est par exemple, en 2012, la dette comme pourcentage du PIB était environ 40%. À ce moment, c'est environ 60% pour la totalité des pays de l'Afrique subsaharienne. Si je vais donner par exemple le cas de la Guinée, la dette extérieure c'est relativement faible en comparaison avec plusieurs pays. Par exemple, la dette extérieure de la Guinée en 2017, c'est extérieur. C'est environ 19% du PIB. Et la dette totale, ça veut dire dette extérieure et la dette intérieure, ensemble, c'est moins de 40% du PIB. La Guinée, dans ce respect, c'est dans une situation plus meilleure que la moyenne des pays de l'Afrique subsaharienne. D'accord. Okay. Mais il faut comprendre, si le stock de la dette augmente, le niveau global de la dette, ça veut dire qu'il faut aussi payer l'intérêt de la dette. Ouais. Et c'est ça que montre le graphe à droite. Par exemple, en 2012, les intérêts qui sont payés pour la dette, comme pourcentage de recettes et dons du pays, recettes globales, étaient environ, disons, 5% du PIB. À ce moment, par exemple, c'est plus de 10%. L'intérêt comme pourcentage de recettes fiscales. Pour la Guinée, par exemple, le service de la dette, ça veut dire l'intérêt qui est payé sur la dette totale, c'est environ 1,1% du PIB, la totalité. Ça veut dire, pour la dette intérieure, c'est 0,8% du PIB, et pour la dette extérieure, 0,2%. Ça, c'est paiement d'intérêt. Bien sûr, pour une analyse plus détaillée, il faut savoir aussi quel est le montant de capital qui est fait pour faire le repaiement de la dette qui était fait dans le passé. Le service de la dette, c'est la somme de deux choses. C'est l'intérêt et aussi le capital. Ça, c'est une chose. L'autre que je voulais montrer rapidement, que c'est très important, tous les pays qui sont membres des FMI, il y a une analyse de viabilité de la dette qui est faite. Si je dois décrire ce qui est l'analyse de viabilité de la dette, ça c'est faire une analyse de plus de 20 ans aujourd'hui. Ça veut dire, nous devons faire la liste de toute la dette qui existe, domestique et extérieure, et vérifier l'échéance de paiement. Et après, il faut, disons, faire l'actualisation de ça aujourd'hui, savoir exactement tout ça est évalué aujourd'hui, quelle est l'application sur le PIB. Ça, c'est l'analyse de viabilité de la dette. Dans l'analyse qui est faite de 35 pays de l'Afrique subsaharienne, entre 2014 et 2018, il y a des situations qui sont un peu de soucis. Par exemple, en 2014, il y avait 11 pays où le niveau d'endettement était faible, ça veut dire le niveau était très bas. À ce moment, il y a 5. Ça veut dire la situation est pire maintenant. S'il y avait 11 pays où la situation de la dette comme pourcentage PIB était faible, en 2018, il y a seulement 5 dans cette situation. Donc il y a
la situation est pire maintenant. Ça veut dire que avant, il y avait beaucoup de pays dans une situation de dette soutenable. D'accord. Maintenant, il y a moins de pays dans cette situation. Dans cette situation. Okay. Ok. Par exemple, il y a un autre groupe. Et dans ces pays, est-ce que c'est la Guinée se trouve dans... C'est ici où je vais. Le modéré, c'est cet groupe. Par exemple, il avait 17 pays de 35, l'Afrique subsaharienne en 2014, qui étaient considérés comme modérés. Ça veut dire qu'il est soutenable. Et maintenant, il y a 15. Et la Guinée est dans ce groupe. D'accord. Niveau modéré d'endettement. Mais aussi, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de pays qui commencent à être dans une situation élevée ou sous-endettés. Par exemple, s'il avait 6 en 2014, il y a 15 en 2018. Il y a 8. Disons, niveau élevé et sous-endetté. 8 plus 7, ça fait 15. C'est 15. Ça veut dire qu'il y a une situation qui est un peu de soucis, de défis. Et la Guinée n'est pas dans cette non, place. la Guinée, c'est dans la situation modérée. Modérée. Okay. Je pense que ça, c'est important de montrer que ça, c'est important de vérifier. Parce que si le pays doit payer beaucoup de dettes, au service de la dette, ça veut dire l'argent qui devrait être utilisé pour l'éducation, la santé, pour les investissements publics, ainsi de suite, doit être utilisé pour payer la dette. Pour payer la dette. C'est ça. Donc nous sommes dans la cage des pays modérés en termes de dette. Ça veut dire que c'est soutenable, c'est OK. Soutenable. Peut-être je dois aussi montrer une chose qui est un défi pour le pays de l'Afrique subsaharienne, c'est le problème d'emploi. Par exemple, selon la structure de la population, à ce moment, la caractéristique de la population, parce que si nous regardons la population de la Guinée ou plusieurs pays comme la Guinée, il y a un grand pourcentage de la population qui est jeune. Mais ils vont rentrer dans le marché du travail. Il faut avoir des emplois. Évidemment. À ce moment, pour l'Afrique subsaharienne, le besoin d'emploi, selon la caractéristique de la population, c'est nécessaire 20 millions de jeunes qui rentrent dans le marché du travail. Il faut avoir 20 millions d'emplois chaque année pour les années prochaines. Chaque année, il faut créer 20 millions d'emplois. Mais en Afrique subsaharienne. Mais le problème, le défi que nous avons à ce moment, c'est dans la période entre 2013 et 2017, seulement 10 millions étaient créés. Ça veut dire qu'il y a un écart de 10 millions. 2013, 14, 15, 16, 17, en 5 ans, on a... Non, pour chaque année, le moyen était 10 millions d'emplois qui étaient faits. Mais ça veut dire qu'il y a un écart de 10 millions chaque année. Ça veut dire qu'il faut avancer avec beaucoup de réformes, système d'éducation, l'environnement d'affaires qui doit être propice pour le développement du secteur privé et la croissance. Ça c'est très important. Et en particulier, nous sommes dans le moment de la 4e révolution industrielle, l'utilisation d'automation, l'utilisation d'Internet, la connectivité. Ça va aussi créer d'autres types d'enjeux que doivent être pris en compte en faisant les politiques pour le développement des pays de l'Afrique subsaharienne. Bien. Alors on va terminer sur la question du pétrole tout à l'heure, vous en avez parlé, parce que le prix du pétrole est en train de chuter sur le marché international. Mais avant justement cela, en 1 minute, vous avez parlé de cette perspective économique pour l'Afrique subsaharienne, notamment la Guinée. Donc, les perspectives sont bonnes en termes de prévision. Donc, elles restent de 5,8% pour la Guinée et 3,1% pour l'Afrique subsaharienne. Mais qu'est-ce qui peut éventuellement affecter négativement ces perspectives? Parce qu'on ne sait jamais. Déjà, il y a le prix du pétrole. Pendant que vous présentiez les perspectives, le prix est en train de monter, maintenant c'est en train de descendre. Donc c'est des choses qui arrivent entre-temps. À part la question du pétrole aussi, quel autre facteur peut peut-être changer la donne dans l'avenir, c'est-à-dire faire que finalement on ne puisse pas réaliser ces perspectives de 5,8% par exemple pour la Guinée? Est-ce que ça peut être la question de mauvaise gouvernance, de non-paiement des dettes ou ainsi de suite? Quelles sont les éventualités? Si je devais dire, question de dette, peut-être ce n'est pas un problème à ce moment pour la Guinée. Pour la Guinée, c'est capable de payer la dette qui existe à ce moment, comme je viens de montrer. Mais l'enjeu, c'est, le problème, c'est le pays est exportateur de matières premières, ça c'est un problème. Comme la bauxite, s'il y a une fluctuation de prix, ça va affecter le niveau d'exportation. Pour les pays qui sont exportateurs de pétrole, je pense que maintenant,
d'octobre jusqu'à maintenant, il y a une chute de 30% de prix de pétrole. Donc ça peut affecter le pays exportateur de pétrole. En termes de perspective. Bien sûr, ça veut dire que la croissance peut-être sont très importants, vont affecter la croissance en général. Internement aussi, c'est le problème de bonne qualité de politique fiscale, faire de bons investissements dans l'administration publique, le budget, l'environnement de business d'affaires pour affecter d'une façon positive aussi la création d'emplois dans le secteur privé, ça c'est très important. Et bien sûr, une chose que nous n'avons pas parlé ici, mais c'est très important, c'est stabilité sociale et politique. C'est très important pour un pays pour garantir... afin de réaliser ces perspectives-là. Parce que c'est important pour un pays comme la Guinée. La stabilité sociale et politique. Pour ça, c'est important parce qu'un pays comme la Guinée doit essayer de maintenir une croissance relativement élevée pour résoudre le problème de pauvreté et améliorer les conditions de vie de la population. Ça, c'est le défi que chaque gouvernement et la société en général doit travailler pour ça. Je pense que ça, c'est mon avis à ce moment sur ce sujet. La stabilité politique et sociale, et puis les prix des matières premières, puisque la Guinée est exportatrice de ces matières, si chaque fois elle monte, ou si elle ne descend pas, c'est bon pour nous. Pour le produit que la Guinée fait l'exportation, notamment c'est meilleur d'avoir une augmentation de prix dans le marché. Sur le marché international. Oui, s'il y a une baisse, ça va affecter le niveau d'exportation. Mais la gouvernance aussi peut affecter la bien gouvernance, sûr, la mauvaise gouvernance. Bien sûr que ça affecte parce que ça va affecter l'environnement des affaires. Notamment les détournements de fonds publics, sans doute. Ça les surfacturations. Ça sont des aspects, ça veut dire que c'est une mauvaise utilisation des ressources qui sont disponibles, qui devraient être bien utilisées pour le développement du pays. C'est la façon que le fonds regarde ça et ça c'est important de notre côté aussi, d'aider le pays à avoir des meilleures politiques pour que le développement puisse être positif et consistant. Bien. Alors on termine sur la question du carburant, je l'ai dit tout à l'heure. À un moment donné, il y a eu même des manifestations en Guinée pour qu'on baisse qu'on n'augmente pas le prix du carburant à 10 000, mais depuis là, nous sommes à ce prix. Sauf qu'entre-temps, on est en train d'enregistrer une baisse sur le marché international. Est-ce que ça veut dire que ça doit tout de suite descendre aussi dans les pays exportateurs de pétrole, ou est-ce que ça demande un certain temps pour que la conséquence se fasse remarquer? La façon de voir un enjeu comme ça, toujours, c'est, comme je dis, il faut avoir l'analyse avec la tête froide. Et le marché des produits premiers, il y a beaucoup de fluctuations. Il faut toujours avoir les gens qui font de l'analyse pour savoir si c'est une chose d'un mois, de 2 mois, ça va continuer. Cette analyse doit être faite toujours. Parce que peut-être, vous savez que dans le côté de matières premières, chaque fois le prix augmente. Cet exemple que nous avons de pétrole, en octobre était relativement élevé le prix. Maintenant, en novembre c'est 30%. Mais ça va continuer ou non? Peut-être en décembre ça peut remonter. Vous savez que par exemple, le 6 décembre, l'OPEC va avoir une réunion. Quelle est la décision qui va être prise à ce moment? C'est de diminuer la production ou augmenter? Ça va augmenter la production, le prix va baisser. Si vous décidez de diminuer la production, ça veut dire que le prix va augmenter. Il y a des choses comme ça. Ça veut dire qu'il faut faire l'analyse. Avant de décider, il faut faire attention sur... la décision qui est prise va affecter le mois qui suit. Et donc même le tableau du FMI là, où la flèche était positive vers la montée, vous n'allez pas la changer en attendant la réunion de l'OPEP, la prochaine réunion de l'OPEP. Et aussi, la prochaine édition va être faite en avril. En avril. À ce moment, nous allons avoir l'information jusqu'à mars. En mars, au début avril, ça va être clair aussi quelle est la situation sur ça. Donc ça veut dire que c'est vrai que les populations sont en train de dire oui, on a baissé le prix, il faut baisser à la pompe. Non, il faut faire une observation de la situation. Tout ça demande des règles. Des règles. Il faut avoir une règle claire, quel est le moment de faire et quel pourcentage, tout ça, et doit avoir une structure qui est claire. Donc, et que tout le monde connaît. Il ne faut pas s'attendre à une baisse tout de suite. Ça, c'est une décision du gouvernement. Je laisse ça au fait. Alors, merci donc, M. José, c'était très intéressant. Merci. Et à très bientôt pour d'autres analyses économiques. Bien entendu, on va parler peut-être de la question des dettes et tout et tout. Surtout des programmes de revue, puisque ces derniers jours, vous aviez des missions du FMI ici à Conakry. Merci surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout au compte de cette émission consacrée à l'économie, mais aussi à la question de surveillance des économies des pays membres du FMI et plus spécifiquement des perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne. Et vous avez vu là-dedans la situation, par exemple, de la Guinée. Comme il a dit, globalement, les tendances sont bonnes pour 2018 et 2019. Si toutefois le mécanisme se porte bien dans tous ces aspects, bonne gouvernance, prix des matières premières, la question de la dette, ainsi de suite. Bien entendu, d'autres questions pourront faire l'objet d'une autre émission avec notre invité, M. José Souleymane, qui est le représentant pays du FMI, en espérant que cette émission pédagogique, on va dire comme ça, vous a plu et que vous avez compris la quintessence de cette problématique. On se retrouvera donc demain avec notre invité pour notre émission de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.